Nous sommes donc partis pour une formation que je dédie aux plantes sacrées et à leur utilisation en milieu professionnel. Pour commencer tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous avez pris le temps d'allumer une bougie, que vous avez devant vous une heure pour écouter une première fois l'entièreté de cet exposé. Ensuite, vous pourrez y revenir. Je vais préparer des questions que vous allez trouver avec votre cours. Je vous invite également à déjà commencer par donc vous mettre à l'aise. Peut-être il est temps d'allumer de l'encens aussi. Ou si vous avez des huiles essentielles sacrées et que vous savez déjà un peu comment les utiliser, faites-le afin de vous mettre dans un espace qui soit vraiment un espace protégé, un espace dédié à la connaissance des plantes sacrées. Alors, les plantes sacrées, c'est une très vieille histoire. Dans le monde, tout au long de l'histoire, des plantes sacrées, toujours, pour se connecter au divin, toujours, pour travailler sur la maladie, toujours. Les recherches que j'ai entamées pour étudier les plantes sacrées ont fait émerger quelque chose d'assez particulier. Ici en Europe, il y a vraiment une déficience à ce niveau-là. Alors, est-ce que c'est consécutif quelque part à la perte de biodiversité que l'on a connue sous l'ère glaciaire et qui font que nous sommes assez peu riches en biodiversité au niveau du territoire, puisque la calotte glaciaire descendait quand même assez bas par rapport à la zone intertropicale, donc de l'équateur aux deux tropiques. On est quand même assez faible sur la quantité de biodiversité à notre disposition, alors que quand vous vous rapprochez de l'équateur, eh bien vous avez une biodiversité beaucoup plus grande et donc un usage aussi des plantes médicinales beaucoup plus intense et des plantes sacrées également. Alors, au niveau des recherches que j'ai fait, évidemment, on peut imaginer que l'Inquisition, la religion catholique, a fait que on perde énormément de savoir sur les plantes sacrées, et c'est un savoir qui ne s'est pas reconstitué. Bien sûr, il faut du temps, ça fait grosso modo l'Inquisition, dans sa partie la plus intense, c'était le XVIIe siècle. Ça fait finalement pas très très longtemps qu'on est sorti de cette période très complexe. Et dans l'esprit populaire, dans l'imaginaire des gens, l'utilisation des plantes à des fins rituelles était évidemment connotée très dangereusement, puisqu'on pouvait finir pour un oui ou pour un non sur le bûcher, ou soumis à la question. Quand on enquête un peu sur la continuité actuelle de la pratique magique, la pratique de sorcellerie, etc., dans nos campagnes, on retrouve terriblement peu d'utilisation de plantes. On retrouve plutôt de l'utilisation de talismans, d'utilisation de pierres, d'utilisation d'incantations, etc. Mais la plante a perdu quelque part son rôle central de connexion avec le monde du divin. Rôle que l'on connaît évidemment dans tout un tas d'autres civilisations qui sont assez bien documentées. Les anthropologues font un boulot fantastique. Il y a eu toute une transmission de savoir qui est arrivée jusqu'à nous, et on se rend compte que les plantes sont au cœur du rituel, les plantes sont au cœur de la médecine sacrée, au cœur de la connexion divine. Alors, certaines plantes sont utilisées à des fins de connexion directe, parce que c'est ce qu'on va appeler des plantes psychédéliques ou des plantes psychotropes, avec une utilisation qui est vraiment mondiale, puisqu'on va retrouver des traces de ces usages en Amérique centrale, dans la partie amazonienne, mais aussi dans la partie des Andes de l'Amérique du Sud. On va retrouver ça dans le chamanisme sibérien, où on va avoir recours alors à ce moment-là à des champignons. On va retrouver également l'usage de champignons et de plantes dans le chamanisme quand on va descendre vers la Chine, etc.
Donc il y a, et forcément en Afrique également, l'usage de plantes telles le khat, qui sont des plantes, ou l'iboga, qui sont des plantes rituelles extrêmement puissantes, qui vont induire des états de conscience modifiés, que les chamans et les sorciers et les guérisseurs utilisent pour se connecter au monde du divin, ou ce qu'on va appeler le monde autre, hein. On va retrouver cette expression tout au long de la formation, le monde autre, qui est le monde des esprits, le monde des idées, le monde invisible, celui qui est caché à nos yeux par ce qu'on va appeler le réel. Alors, partout, donc on va avoir ce type d'utilisation. Chez nous, c'est pas ça, c'est pas du tout fréquent. Et il apparaît que même les champignons hallucinogènes qu'on utilise beaucoup au Mexique, par exemple, et qui poussent ici depuis fort longtemps, ici, il n'y a vraiment aucune trace d'une utilisation rituelle des champignons hallucinogènes. On retrouve à peine une trace de l'utilisation de l'amanite, Amanita muscaria, donc l'amanite tue-mouche, sur une peinture dans l'Indre, sur une peinture qui était dans une chapelle au XIIe siècle. Donc ça, c'est une petite anecdote assez fascinante d'Adam et Ève qui sont dans le jardin d'Éden autour de l'arbre de la connaissance, avec le serpent enroulé non pas autour d'un arbre, mais d'une amanite tue-mouche qui donc représentait là l'arbre de la connaissance. Voilà, c'est un savoir un peu ésotérique qu'on a retrouvé dans une chapelle qu'on a remis à jour récemment. Mais sinon, l'utilisation des plantes sacrées en Europe, c'est assez limité et c'est perdu. Et donc l'objectif, moi, que je m'offre de poursuivre, évidemment, c'est de ramener ça ici. C'est de revenir dans l'utilisation rituelle des plantes sacrées, des plantes divines, pour le travail de soin, le travail de guérison, le travail de protection. Voilà, ça c'est un peu l'introduction de pourquoi je travaille là-dessus. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a à faire, comment le faire, et je vous souhaite la bienvenue dans cette introduction. Ce que j'envisage de vous apprendre dans cette formation, c'est l'alliance sacrée avec la nature. Partons d'un prémisse de base. Tout est vivant. Partout où j'ai voyagé, où j'ai rencontré des guérisseurs et des chamans, c'est une évidence. Tout est vivant. Derrière l'arbre, il y a une entité vivante, un esprit vivant. Derrière la rivière, il y a un esprit vivant. Et derrière la pierre, il y a un esprit vivant. Donc, tout est vivant parce que tout est énergie. En réalité, lorsque vous observez quelqu'un en face de vous, cette personne est constituée de 0,01% de matière, ou des molécules qui le composent. Ça, c'est de la matière. Autour de ça, il y a non pas du vide, comme on aurait tendance à le dire, mais il y a de l'énergie et de l'information. D'accord ? Et nous sommes donc constitués de 99,99% d'énergie et d'information. C'est important de comprendre cela aujourd'hui pour comprendre comment la guérison peut évoluer. Aujourd'hui, on est encore fort en Europe dans la médecine de la matière, c'est-à-dire qu'on va donner des molécules pour influencer des hormones, le système nerveux, on va chasser des pathogènes avec des molécules, etc., etc. C'est pertinent, c'est définitivement pertinent. Moi qui travaille sur les huiles essentielles, je suis confronté tous les jours à de la recherche ou à de la lecture où les résultats d'utilisation d'huile essentielle est absolument remarquable. Ça fonctionne, d'accord ? Mais il faut aller au-delà et comprendre une médecine énergétique, une médecine informationnelle. Alors, c'est ce que l'on commence à envisager d'ailleurs un petit peu partout aujourd'hui, où on voit des guérisseurs entrer dans les salles d'opération pour aider les chirurgiens à ce que l'opération se passe mieux, parce qu'ils y apportent un certain degré de magnétisme. D'accord ? Et donc, si on est dans de la médecine informationnelle, les plantes sont par essence au cœur de ce que nous devons
apprendre à utiliser pour utiliser l'information contenue dans les plantes pour apporter des guérisons. Alors, le monde végétal que je vous propose d'étudier est un monde qui communique. De nombreuses études aujourd'hui démontrent qu'il y a une intelligence végétale, que certaines plantes prennent des décisions, on va dire, conscientes face à certains prédateurs, face à certaines situations. Donc on n'est pas du tout dans ce qu'on va appeler des mouvements réflexes qui vont permettre à la plante de sécréter, par exemple, certains types de produits lorsqu'elles sont attaquées par certains types de prédateurs. On se rend compte qu'on a des plantes qui élèvent des fourmis, par exemple, en leur fournissant un certain type de nourriture et en mettant dans la nourriture qu'elles produisent à destination des fourmis certains psychotropes pour faire que les fourmis aient très envie de rester là, et en fonction des besoins qu'elle a, donc c'est-à-dire que si la plante, par exemple, est attaquée par un champignon ou un prédateur, et que le rôle de la fourmi, parmi les nombreux rôles qu'elle rend à la plante, service qu'elle rend à la plante, eh bien, si le rôle de la fourmi est de pouvoir avoir la capacité de lutter contre ce prédateur-là, la plante va modifier légèrement la sécrétion qu'elle donne pour donner à la fourmi ce qu'il faut d'énergie, de volonté, de pugnacité pour aller combattre l'autre prédateur. C'est absolument fascinant parce que ça dénote une forme d'intelligence au niveau du végétal. L'être humain, dans sa compréhension traditionnelle du monde, lorsqu'il vivait au cœur de ce monde, et pour ceux qui le vivent encore, c'est-à-dire les personnes qui vivent encore dans des forêts primaires ou vraiment au contact de la nature, cette alliance vieille comme le monde est une évidence. Personnellement, il m'a été offert de plusieurs très chouettes compréhensions, sans doute bien avant que je ne commence à conscientiser tout ce qui se passait de façon plus intellectuelle et plus consciente. Mais quand je me promenais dans les forêts ou dans les champs quand j'étais gamin, je me rendais compte d'un truc assez fascinant, c'est que on suivait, et on pouvait le voir, hein, il y a des pistes. L'être humain et les animaux qui partageaient les mêmes chemins, on suivait des pistes. C'est-à-dire qu'on évitait d'écraser le végétal un peu n'importe où, n'importe comment, de façon chaotique. On a cette tendance assez commune de finalement emprunter la petite bande sur laquelle l'herbe ne pousse plus, d'accord ? Mais plutôt que d'abîmer un peu tout n'importe comment, on a cette tendance assez naturelle de suivre ce petit chemin à travers champs, à travers bois, afin de ne pas piétiner partout le monde végétal. Il y a une espèce de connivence entre le monde végétal et le monde des humains et le monde animal pour respecter un petit peu les biotopes du monde végétal, nous en cheminant sur une bande tout à fait restreinte de terrain qui nous suffit largement, évidemment. Il y a pas mal de compréhension comme ça quand on vit au cœur de la nature, d'interaction et de compréhension, de respect mutuel qui existe. Les hommes qui sont extraits de ça, qui vivent en ville, ont peut-être perdu toutes ces sensibilités, tous ces savoirs, mais je ne doute pas que le fait de replonger, vivre au cœur de la nature, fasse que très vite on retrouve des messages. Sont-ils chimiques, sont-ils hormonaux, sont-ils intuitifs, sont-ils télépathes, à les savoir, mais on retrouve assez vite des comportements tout à fait différents quand on se retrouve à fréquenter la nature et à vivre au cœur d'elle. Donc pour ceux qui auraient des visions assez néfastes ou négatives par rapport à l'avenir, le fait de se replonger dans la nature modifie assez fort nos comportements personnels. Dans l'utilisation des plantes sacrées, il y a une dimension qui est tout à fait fondamentale, qui est l'utilisation des plantes sacrées en rituel afin d'invoquer les esprits guides. Alors, les esprits guides, c'est un terme qui est un peu désuet chez nous aujourd'hui, pour bien des personnes, mais je suis certain que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que pour vous, ça a du sens. Alors, esprit guide, il y a plusieurs types d'esprits guides. Il y a ce qu'on va appeler votre guide spirituel,
Alors vous mettez un peu ce que vous voulez dessus, hein. Je veux dire, guide spirituel, ça peut être votre moi supérieur si vous l'envisagez de cette façon-là. Ça peut être un esprit, une entité qui a un peu la charge de chapeauter votre incarnation pour, quelque part, vous envoyer de temps en temps des bonnes informations, vous ramener sur le droit chemin quand vous égarez un petit peu, etc., etc., à condition évidemment de faire appel à eux. Pas d'intervention sans votre accord, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Grosso modo, c'est ce qui ressort de toutes les discussions, de nombreuses lectures que j'ai eues à ce sujet. Donc, dans le cadre de la médecine rituelle, il est fondamental de se connecter avec des esprits guides avant de commencer un travail sur soi ou sur d'autres personnes, hein. Alors, il y a aussi le guide des plantes qui vont devenir des plantes enseignantes, des plantes qui vont vous permettre d'évoluer si vous arrivez à intégrer votre message, son message, c'est l'esprit de la diète. Ça, on verra, vous allez voir que ça apporte des choses assez fascinantes. Alors, il y a évidemment dans le cadre du rituel de soins, la grande nécessité d'apprendre à se protéger et à protéger l'endroit dans lequel vous officiez. Alors, si vous êtes par exemple d'une profession libérale, imaginons vous êtes un avocat, vous avez chez vous des rendez-vous avec des personnes, vous êtes dans un cabinet, vous avez rendez-vous avec des personnes qui tout au long de la journée vont venir parce qu'elles ont eu des troubles avec la justice, à différents niveaux, bon, etc., etc. Vous allez pendant toute la journée vous ramassez toutes les énergies des gens qui vont venir chez vous, ce qui peut être assez épuisant. Idem si vous êtes infirmière, ça c'est encore plus compliqué parce que vous travaillez à ce moment-là dans un milieu où il est assez difficile de commencer à brûler de l'encens, et donc il y a des stratégies à faire, mais c'est important parce que vous allez en permanence être au contact avec des personnes qui sont chargées énergétiquement, et la protection à ce moment-là de votre personne est importante pour garder un niveau relativement stable énergétiquement et ne pas vous retrouver en burn-out, en dépression, ou trop modifier quelque part votre personnalité avec des énergies qui finalement ne vous appartiennent pas et ne vous conviennent pas. Ou, comme l'a montré une étude toute récente, plonger à ce moment-là vers des dérivatifs peu souhaitables, que sont par exemple l'alcool, puisqu'il y a une étude qui vient de sortir récemment et qui montre à quel point le milieu hospitalier et particulièrement les médecins sont sujets à une consommation excessive d'alcool, ce qui est assez révélateur de bien des choses. Donc on apprend à se protéger psychologiquement évidemment, puisque c'est un métier extrêmement dur, mais on apprend à se protéger énergétiquement aussi. Et pour les personnes qui ne veulent pas entendre parler du mot énergie, etc., parce que c'est encore trop opposé à leur croyance personnelle, eh bien, on peut simplement parler de protection psychologique grâce aux plantes, en leur permettant de respirer des odeurs qui leur font du bien, etc., etc. Bon. Ça, c'est la dimension de protection, et elle est vraiment au cœur du rituel. Commençons aujourd'hui par découvrir 3 plantes de protection qui sont extraordinaires pour nettoyer les mauvaises énergies. Aujourd'hui, on va découvrir la sauge blanche, on va découvrir le palo santo, le genévrier et une première méthode pour les utiliser. La première des huiles essentielles que je nous propose de voir aujourd'hui, eh bien, c'est la sauge blanche. Alors, la sauge blanche, nom botanique Salvia apiana. Ce nom nous permet d'apprendre qu'elle est très appréciée des abeilles. Le terme apiana, on entend le terme apis, apiculteur. Et donc c'est une sauge qui porte en anglais le nom de bee sage, c'est-à-dire la sauge à abeilles, parce que ces fleurs attirent ces petits insectes si utiles à notre vie sur Terre. Alors, c'est une plante très populaire, c'est une plante sacrée chez les Amérindiens, qui l'utilisent à des fins cérémonielles et à des fins de guérison pour diverses maladies. Grâce à son pouvoir purificateur des mauvaises énergies, elle permet de venir à bout de maladies tant physiques que maladies spirituelles. Alors il faut bien comprendre que
de nouveau, dans la médecine traditionnelle, la maladie physique n'est qu'un symptôme d'une maladie spirituelle. Généralement, on essaiera donc de traiter la phase spirituelle et on verra l'amélioration des maladies physiques, des problématiques physiques. Un exemple, vous êtes en conflit avec une entité pour une, je sais pas, vous avez par exemple acheté une nouvelle maison, et puis il y avait un petit bosquet d'arbres qui vous emmerdait dans le fond du jardin et vous l'avez coupé. Pas de bol, les entités du lieu, l'esprit des arbres dont on a déjà parlé, l'esprit du monde végétal qui était là est un peu furax, parce que vous avez saccagé des arbres qui n'avaient pas lieu d'être coupés. Et donc, il se trouve qu'il y a comme un conflit, et vous vous retrouvez avec le nez qui coule en permanence, ça va pas bien, vous vous sentez pas bien dans la maison, etc., etc. Vous avez commis un impair, vous avez manqué de respect à une entité, eh bien, il y a des conséquences. Donc, le chaman, le guérisseur, va essayer de concilier, de réconcilier les deux, simplement en vous amenant à réparer ce que vous avez fait. C'est parfois possible, c'est souvent possible d'ailleurs. Il s'agira à ce moment-là de faire une cérémonie, replanter des arbres, je sais pas, faire amende honorable, demander pardon, enfin il y a tout un tas de rituels à mettre en place. Voilà, donc on va d'abord soigner le spirituel. Il se peut aussi bien qu'il y ait des conflits avec des entités plus anciennes de la famille, par exemple, ce sont des cas assez fréquents. Et donc vous allez à ce moment-là rentrer en médiation, et c'est vraiment le travail du chaman, hein, celui qui se trouve entre les deux mondes. C'est son travail que d'aller invoquer les entités fâchées et être un peu un médiateur spirituel entre vous, afin de remettre quelque part l'harmonie dans vos familles. Okay. Alors, pour en venir à la sauge, on en dénombre actuellement plus de 900 espèces réparties sur les 5 continents, donc c'est une lamiacée très répandue. Alors en aromathérapie européenne, on fait surtout référence à la sauge sclarée. On y reconnaît de nombreuses vertus pour soulager les troubles du cycle féminin. Son utilisation est également abondante en parfumerie depuis le début du XXe siècle. C'est une odeur qui a gagné ses lettres de noblesse dans les parfums de type chypré, orientaux et de type fougère pour les amatrices et amateurs. Alors, on a parlé de la sauge blanche, on a parlé de la sauge clarée. En aroma, on a une troisième sauge qui est bien connue, qui est la sauge officinale. C'est celle qu'on va retrouver dans nos jardins et dans nos petits plats cuisinés, c'est un régal. On l'utilise pas mal en phytothérapie, surtout via des tisanes et des cataplasmes. Par contre, en aromathérapie, son utilisation est beaucoup plus délicate. Beaucoup plus délicate à ce point, je pense qu'elle est interdite en France pour les non-professionnels, donc seuls les pharmaciens et les gens habilités peuvent la commercialiser. En Belgique, la possibilité de trouver cette huile essentielle est là parce que la législation est différente. Donc nous, on propose l'huile essentielle de sauge officinale avec évidemment toutes les recommandations d'usage parce qu'elle contient une forte proportion d'un cétone particulièrement abortif et neurotoxique. Donc neurotoxique, vous irez voir dans le lexique, c'est toxique pour le système nerveux. C'est une cétone qui s'appelle la thuyone, qu'on va retrouver dans l'huile essentielle de thuya, qui est aussi interdite de vente en France. Alors, revenons à notre belle sauge blanche. Elle est, pour moi comme pour d'autres auteurs, la quintessence de l'espèce sauge. C'est une sauge qui a quitté l'humus de la terre, qu'on va retrouver ces odeurs assez terreuses dans les autres sauges, pour s'élever avec grâce vers le monde des esprits. C'est vraiment une sauge beaucoup plus aérienne, beaucoup plus spirituelle. On va voir les composantes, les différentes molécules de la sauge blanche et vous comprendrez un petit peu aujourd'hui mieux pourquoi on va retrouver cette sensation en la respirant. Et donc c'est une sauge qui amène beaucoup plus à un travail aérien, un travail spirituel, et on va pouvoir voir pourquoi. Alors, j'ai fait une méditation, comme je fais régulièrement, pour obtenir des informations des plantes
Donc, c'est une des premières huiles essentielles que j'ai diétées. Je me suis vraiment connecté avec, j'ai passé du temps avec, en olfaction, mais également comment dire, en contact avec la peau sur les points névralgiques, un troisième œil, chakra du plexus solaire, etc. etc. Et donc j'ai fait une méditation pour préparer cette formation parce que j'avais vraiment envie d'aller vraiment chercher, d'être à son écoute, voir ce qu'elle avait envie de transmettre. Et le mot qui est apparu vraiment au tout début de la méditation, c'est un terme anglais, c'est le mot indulge. Alors c'est un mot anglais parce que, eh bien je pense que puisqu'elle pousse dans les plaines torrides de la Californie, et dans toute cette partie-là du monde, je pense qu'on peut en retrouver plus vers le sud, vers le Nouveau-Mexique, etc. Et puis on va en retrouver également au niveau du Canada, dans la partie vraiment à l'ouest, le long de l'océan Pacifique, sans remonter trop, parce que c'est une plante qui supporte assez mal l'humidité, et le froid ça va encore, mais l'humidité, elle déteste profondément ça. Alors, dans le terme indulge, donc l'oreille française, elle va retrouver un mot assez connu qui est le mot indulgence. Soyez indulgents. Et c'est bien là toute l'intelligence de cette grande guide spirituelle. C'est de nous apprendre à nous autoriser, à nous permettre à nous faire plaisir, à être indulgents envers nous-mêmes. Ça ne veut pas dire complaisant. Il y a une vraie différence entre l'indulgence et la complaisance. L'indulgence, c'est oser, c'est se permettre sans se juger. D'accord ? Si on se juge trop, on n'est pas capable de faire tout un tas d'expériences qu'on est venu faire ici en s'incarnant. Et donc, il est important d'être indulgent envers soi-même pour oser affirmer des choses, expérimenter des choses. Nous sommes dans un champ expérimental aux possibilités quasiment infinies. Et ce qui fait qu'on n'arrive pas à dépasser certaines, on va appeler ça lois physiques ou lois de la nature, etc., etc., bien qu'elles soient en permanence transgressées quand on étudie les phénomènes de miracles et de phénomènes inexpliqués, etc. Il se passe tout le temps des trucs qui transcendent les lois de la nature, parce que ce ne sont pas des lois, ce sont des habitudes, ce sont nos habitudes. Si on vous dit depuis tout petit que vous ne pouvez pas voler, vous ne pourrez pas voler parce que vous croyez profondément que vous ne pouvez pas voler. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il faut sauter par la fenêtre, que les choses soient claires. Soyons sérieux. Par contre, on peut faire énormément de choses. Et dans la guérison, on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Simplement, en étant indulgent avec soi-même, on peut se permettre d'oser faire des choses qui ne sont pas encore bien comprises et admises dans l'ensemble de la population à un moment donné, qui est ce moment actuel que nous vivons. Alors, il n'est pas ici question de céder à, par contre, tous nos appétits primitifs. Être indulgent envers soi-même, ce n'est pas être, comme je disais, ne pas être complaisant. C'est-à-dire qu'il faut être ferme, il faut se renforcer, il faut être fort envers soi-même, d'abord et avant tout, que les choses soient claires. Et donc, il faut ne pas être complaisant avec nos appétits primitifs et nos bassesses. Par contre, comme l'idée de la sauge, c'est l'élévation, évidemment, c'est de ça que ça parle. Donc l'idée, c'est de nous élever vers la meilleure partie de notre être, ce qui devrait être notre préoccupation principale dans l'existence. C'est le message de la sauge, c'est élève-toi, sois bon avec toi-même et élève-toi. Et elle nous libère des chemins oppressants de nos conditionnements, c'est tout ce que j'expliquais auparavant. Ainsi donc, en thérapie, en thérapie énergétique, vous allez pouvoir l'utiliser dans ce type de cadre où les personnes n'osent pas quelque part sortir des sentiers battus, n'osent pas affirmer qui elles sont, etc. N'osent pas s'élever, sont bloquées par des conditionnements familiaux où on lui a dit tu es bête, tu es incapable, tu n'es vraiment pas doué, etc. etc. Bon. Elle nous parle de retrouver la joie d'être en dépassant ces contingences trompeuses, et quelle naturelle perspicacité de la part de cette belle plante
que de coller aujourd'hui avec les savoirs scientifiques les plus à la pointe, qui disent le monde est expérience, le monde est information, et il y a moyen de transcender ce qui nous paraît être les lois de la nature. D'accord ? Comme disait Rupert Sheldrake, il n'y a pas de loi de la nature, il n'y a que des habitudes de la nature. Okay ? Alors, nous allons voir les principales molécules contenues dans l'huile essentielle de sauge blanche. Alors, il faut déjà que je vous dise quelque chose. Quand vous prenez la chromato, donc l'analyse de chromatographie en phase gazeuse, c'est comme ça qu'on arrive à déterminer quelles sont les molécules que l'on va retrouver dans, ici, les huiles essentielles, mais dans tout un tas d'autres composés. À ce moment-là, donc la chromatographie en phase gazeuse nous donne à voir une grande quantité de molécules. C'est une huile très riche, très composée. La molécule la plus importante que l'on va retrouver dans cette huile essentielle, eh bien, c'est une molécule assez commune des huiles essentielles. Vous en avez déjà sans doute entendu parler, c'est un monoterpène qui est le 1,8 cinéole. Alors, 1,8 cinéole, c'est la dénomination actuelle d'une molécule qui, avant, s'appelait l'eucalyptol. Et donc, vous allez retrouver dans l'huile essentielle de sauge blanche une odeur d'eucalyptus. 1,8 cinéole, à peu près 60%, dans le lot ici qu'on a analysé. On va la retrouver dans bien d'autres huiles essentielles comme le myrte vert, le romarin à cinéole, etc. Son action se situe principalement au niveau respiratoire. C'est un expectorant qui permet de sortir le mucus, mais également tout ce que ça va symboliser en termes de mauvaise énergie bloquée au niveau du système respiratoire et de l'affirmation de soi, asséchant des muqueuses respiratoires et mucolytique. Donc il va favoriser la production de mucus et permettre de le détacher et pouvoir expectorer et sortir un petit peu tout ce qui était malsain et retenu au niveau du système respiratoire. Alors, il a de nombreuses autres vertus pharmacologiques. Nous retiendrons un effet, alors moi j'ai bien aimé cet effet immunostimulant du 1,8 cinéole, ça veut dire qu'il va stimuler le système immunitaire, il va donc permettre d'être plus fort, plus résistant, il permet de renforcer donc son système énergétique et son système protecteur. Alors, une chose que je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est la sauge à abeille, appelée comme ça aux États-Unis, et donc le 1,8 cinéole favorise l'attraction des insectes pollinisateurs vers la plante. D'accord ? Alors, dans sa combinaison ici, le 1,8 cinéole favorise durablement la clarté d'esprit, l'oxygénation cérébrale pour les esprits obsédés par leurs pensées. Elle permet vraiment d'alléger, de calmer, d'apaiser, de mieux respirer, etc., etc. Et donc c'est pour ça qu'elle part de la Terre et qu'elle s'est élevée vers le monde des esprits, c'est parce qu'elle a cette capacité d'alléger l'esprit et de l'oxygéner, de lui apporter de la clarté et de la lumière. Alors, d'autres monoterpènes la composent, c'est vraiment une plante où on va retrouver de nombreux monoterpènes. Alors, il y a l'alpha-pinène, donc à peu près 5 à 6%, de nouveau oxygénant respiratoire, antiviral et antibactérien, c'est un tonique bienvenu dans le burn-out. D'accord ? On le retrouve également dans le genévrier, l'alpha-pinène, autre plante sacrée qu'on va voir aujourd'hui. Alors, donc c'est un tonique, c'est quelque chose qui va relancer l'énergie quand on est fatigué, pas bien dans sa peau, etc. etc. Quand on est dans une stagnation énergétique qui emmène la maladie aussi bien spirituelle et puis physique, eh bien, ce sont le message de la plante contenu à travers les différentes molécules, mais pas que, font que eh bien, on va avoir une plante qui va booster l'énergie. D'accord ? Alors, on va retrouver du myrcène. C'est un élément, par contre, qui va contrebalancer. Alors, c'est assez fascinant d'observer à chaque fois à quel point les molécules qui composent les huiles essentielles sont des molécules d'équilibre. D'accord ? Donc, les deux autres ici sont plutôt tonifiantes, oxygénantes, elles boostent. Et ici,
Le myrcène, c'est un apaisant, c'est un antalgique, c'est un sédatif et un relaxant musculaire. D'accord? Ça apporte donc l'équilibre avec les précédents, ça détend et ça calme, parce que pour bien profiter des effets stimulants, il faut toujours un effet équilibrant. Sinon, on est juste bêtement excité, ce qui n'a aucun effet, aucun intérêt évidemment. D'accord? Alors, un autre monoterpène, j'ai dit une tantôt, mais c'est un monoterpène. Le delta 3 carène, que l'on retrouve aussi dans le genévrier, dans le cyprès, qui sont de nouveau des plantes sacrées que l'on va étudier. Alors, lui, c'est un antioxydant, un antifongique et un expectorant. D'accord? Donc, il va calmer l'oxydation, ou il va empêcher l'oxydation, détruire des champignons et permettre l'expectoration, c'est-à-dire le nettoyage. Il apporte également donc une stabilité dans le mélange. Alors, un des composants qui est éminemment intéressant, très peu dosé, hein, on est sur du 2% ici, c'est du limonène. Alors, le limonène, de nouveau, c'est un monoterpène qui a de nombreuses propriétés anti-cancer. Okay. On l'appelle aujourd'hui agent antinéoplasique émergent, c'est-à-dire qu'il induit l'apoptose des cellules cancéreuses. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but du jeu ici, mais il faut savoir que le limonène est vraiment regardé aujourd'hui comme une des substances d'avenir dans le traitement du cancer. Alors, c'est un facteur donc d'équilibre, de rééquilibrage et de nettoyage très important au niveau énergétique, au niveau nettoyage spirituel. C'est également un antiseptique et un antiviral. Je dois souligner que le limonène fait partie des allergènes que l'on est obligé de mentionner en France sur les flacons. C'est un allergène potentiel. Voilà, il y a eu des réactions et donc c'est potentiellement problématique pour les personnes allergiques au limonène, point à la ligne. L'autre grande classe de molécules que l'on retrouve dans notre divine sauge blanche, ce sont les cétones monoterpéniques et c'est le camphre. Alors il y a quand même 8% de camphre dedans. Le camphre, c'est un cétone, donc quand vous entendez cétone, vous vous dites « Ah, attention, cétone », neurotoxique et abortif, hein, c'est vraiment ce qu'on va dire. Donc si on en utilise trop, mais là on est en aromathérapie pure, il y a des risques d'inversion d'effet, etc., etc. Cétones, ce sont des molécules fantastiques, hein, antivirales et cicatrisantes des émotions du passé. Hein. Il faut toujours avoir une espèce de projection entre ce qui est le corps physique et le corps émotionnel, évidemment. Donc le message de la sauge, c'est « je cicatrise les blessures émotionnelles ». Alors, les cétones sont lipolytiques, c'est-à-dire qu'ils font fondre les graisses, ce qui est bien, hein, je veux dire, ça fait partie aussi du nettoyage. Ils sont mucolytiques, donc ils font fondre le mucus et permettent de l'expectorer généralement, puisqu'il y a du 1,8 cinéol avec. C'est un anticoagulant, donc il va empêcher les stases, il va empêcher vous savez, ces petits points d'énergie qui vont s'accrétionner les uns avec les autres et qui vont créer des douleurs articulaires, etc., etc. Ici, anticoagulant, on parle bien sûr d'un anticoagulant sanguin, mais toujours cette comparaison corps physique, corps émotionnel. Alors, il est également régénérateur cutané et cellulaire. Alors, il a aussi, et ça c'est assez fantastique, un pouvoir régénérateur sur le foie et le pancréas. D'accord? Médecine chinoise, le foie, c'est la colère. Donc, si vous avez des personnes plutôt colériques, un travail en externe, parce qu'il est interdit évidemment d'ingérer de la sauge blanche en huile essentielle, un travail de massage en externe ou un travail en huile essentielle énergétique, hein, en aromathérapie énergétique, peut se faire. Alors ça, ce sera le sujet d'un prochain module, c'est vraiment comment est-ce qu'on va utiliser sur des personnes en énergétique, des personnes qu'on va coucher sur une table. On va je vais vous présenter un protocole d'utilisation et on utilisera sans doute la sauge blanche sur la colère. Ça risque d'être fort intéressant. Je vais proposer quelques cas très concrets pour vous permettre de comprendre le fonctionnement de
l'informationnel au niveau des huiles essentielles. Donc, régénérateur pour le foie et le pancréas. Mais comme c'est une plante, donc comme je le disais, qui est neurotoxique et abortive, elle est strictement interdite aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, aux jeunes enfants, ainsi qu'aux personnes épileptiques et souffrant de problèmes graves de tension, d'hypertension. Voilà. Donc ici, la concentration, c'est 8,6, mais c'est 8. Évidemment, en énergétique, on ne met pas sur le corps. Si vous voulez l'utiliser dans une crème de massage, par exemple, pour régénérer des cicatrices, etc., vous allez de toute façon le diluer de façon très forte dans une huile végétale et vous allez l'utiliser sur une courte période de temps. Donc, pas trop de soucis. Simplement, on fait attention toujours le public de base, c'est-à-dire les femmes enceintes et les petits-enfants, généralement, qui ne rentrent pas ici dans le cadre de l'énergétique, bien que. Alors, il y a donc, comme je le disais, de très nombreux autres composés qui se retrouvent dans cette huile essentielle tout à fait exceptionnelle. Comment purifier un espace de soins, un espace de travail, avec une huile essentielle? Pour moi, la bonne façon d'agir, il y en a plusieurs, mais j'aime vraiment beaucoup la création d'un spray. Un spray dans lequel vous allez intégrer l'une ou l'autre huile essentielle, de préférence travailler des sprays séparés avec des objectifs séparés. Donc, comment va-t-on créer un spray à base d'huile essentielle de sauge blanche pour purifier un lieu? C'est ce que je vais vous apprendre maintenant. Nous allons apprendre à créer un parfum de protection. Alors, comment fait-on? On va avoir besoin d'alcool pur, qu'on peut trouver assez facilement, par exemple, pour un prix raisonnable au Grand-Duché du Luxembourg, parce que je sais qu'en France, c'est compliqué de la trouver, et en Belgique, c'est assez bien hors de prix. Mais si vous descendez au Grand-Duché du Luxembourg, vous pouvez avoir 1 litre d'alcool pur à 96% pour à peu près pour moins de 20 €. Alors, vous allez prendre un petit flacon en verre, essayez de toujours travailler avec du verre, ça c'est très important. Vous allez prendre un petit flacon en verre pour réaliser le mélange. Ensuite, ce mélange, vous allez le transvaser dans un flacon en verre avec un spray. D'accord? Alors, je vais vous proposer les quantités, les pourcentages en tout cas, et vous ferez les quantités en fonction des flacons que vous avez de disponibles. Je mettrai d'ailleurs bientôt sur le site à disposition, je suis désolé de ne pas encore l'avoir fait, mais j'ai énormément de travail, à disposition des flacons vides pour que simplement vous puissiez faire vos mélanges vous-même. Pour moi, c'est important que vous vous appropriez votre propre expérimentation, votre propre matière. Alors, un spray de base, un parfum de protection, ça se fait avec de l'alcool pur et de l'huile essentielle, il n'y a rien d'autre dedans. C'est un mélange de 20% d'huile essentielle pour 80% d'alcool. Donc si vous mettez 5% d'huile 5 ml d'huile essentielle de sauge blanche, eh bien vous rajouterez à cela 20 ml d'alcool pur et vous aurez un flacon de 25 ml de parfum de protection. Alors, ça prend du temps de bien faire ça. Ça prend 28 jours. Vous faites votre mélange. D'abord, vous vous mettez en condition, c'est fondamental. On ne fait pas ça sur un coin de table. On se centre et on fait son mélange. Et de préférence, on fait son mélange sur une onde de forme. Généralement, toutes mes préparations, je les fais sur une fleur de vie que j'ai tout simplement photocopiée. Donc elle est là. En format A3, elle est devant moi et je fais mes préparations. À côté de ça, j'ai mis des bougies blanches afin de purifier les énergies du lieu, d'être vraiment dans le centrage. Je peux brûler un encens, il n'y a pas de problème à ça. Ensuite, donc, quand vous êtes prêt, vous faites votre mélange et vous demandez évidemment, vous connectez au mélange que vous préparez et vous lui demandez de vous offrir
la meilleure protection qui soit possible. Alors, pour les personnes qui envisagent le fait d'être suivi par des esprits guides, les autres devraient apprendre peut-être à voyager un peu et aller se renseigner, parce que c'est totalement partagé par l'ensemble de l'humanité, les esprits guides. Eh bien, demandez à vos esprits guides d'apporter dans votre mélange toute la force et la puissance dont ils sont capables pour vous protéger des mauvaises influences et des mauvaises vibrations, des mauvais esprits, etc. Alors, quand le mélange est prêt, vous le laissez pendant 1 mois à l'abri de la lumière, des modifications de chaleur, loin du Wi-Fi, loin du smartphone, etc., etc. Sur, de préférence, une fleur de vie ou la forme, l'onde de forme que vous aurez choisie. Ça peut être un triskel, ça peut être tout un tas de choses selon vos préférences et selon vos goûts. Et donc, vous le laissez pendant 1 mois se mélanger. Vous allez régulièrement le mélanger par vous-même, cette préparation. Ensuite, lorsque les 28 jours sont révolus, alors vous pouvez travailler avec les cycles de la Lune. Je ne vais pas faire un cours global d'ésotérisme, ce n'est pas le sujet, ça va prendre beaucoup trop de temps. Mais donc, vous laissez un cycle complet de Lune se passer, et lorsque c'est fait, votre mélange, qui ne doit pas encore être dans le flacon spray, d'accord, il est toujours dans un flacon qui se ferme correctement, hermétiquement, et ce mélange, au bout de 28 jours, vous lui faites passer une nuit dans le congélateur. C'est une phase traditionnelle et classique de la parfumerie. Si vous avez des dépôts d'huile essentielle, que vous voyez que l'huile essentielle flotte en surface, qu'elle n'est pas bien mélangée au bout des 30 jours alors que vous avez mélangé régulièrement, à ce moment-là, eh bien, il va vous falloir filtrer votre préparation pour essayer vraiment de ne plus avoir de mélange, que ça soit réussi esthétiquement, etc. etc. Alors, une fois que cela est fait, une fois que ça a passé sa nuit au frigo, le lendemain matin, vous le sortez, vous le laissez de nouveau sur son onde de forme, le temps qu'il revienne à la température ambiante, etc., etc. Et là, vous le transférez, vous filtrez la préparation en la transférant dans votre flacon spray, et c'est prêt. Ça prend donc 1 mois de faire un parfum, mais le résultat en vaut la peine. Maintenant, voyons comment on va utiliser ce parfum. Donc quand vous voulez consacrer votre lieu de travail, généralement faites-le idéalement tous les matins avant de vous mettre au boulot. Eh bien, vous préparez votre lieu. Alors généralement, allumez une bougie. Essayez d'avoir toujours une bougie allumée. Essayez... Oui, c'est vraiment fondamental. Quand vous rentrez dans votre lieu de travail, allumez une bougie et vraiment veillez à ce qu'il y ait toujours un feu purificateur qui soit là. Surtout si vous recevez des personnes, il faut que vous ayez des bougies allumées, parce que les mauvaises énergies qui sont en mouvement, initiées par cette rencontre, etc., la bougie va vraiment aider à purifier les lieux. Ensuite, pour commencer votre journée, vous prenez votre parfum, et on va le faire façon traditionnelle amérindienne, c'est-à-dire on va invoquer les 4 directions et demander protection. Donc on va commencer par 2 sprays en direction de l'est, là où le soleil se lève. Et là vous pouvez en même temps invoquer, et c'est beaucoup mieux d'ailleurs, une prière. Alors la prière elle est assez simple, c'est... moi par exemple je demande à mon esprit guide, donc c'est esprit guide, aide-moi à l'aide de cette sauge, trésor du peuple amérindien, à protéger ce lieu des énergies néfastes qui viendraient de l'Est. Vous allez au sud, et vous faites la même chose. Vous pouvez invoquer le grand esprit, vous pouvez invoquer Jésus-Christ, vous pouvez invoquer qui vous voulez, avec toujours cette même idée de esprit guide, aide-moi à protéger, grâce à ce trésor sacré du peuple amérindien qu'est la sauge blanche, les énergies néfastes qui viendraient du sud. Idem pour l'ouest, idem pour le nord. Ensuite, vous faites une vaporisation vers le sol en demandant une protection depuis le monde d'en bas. Vous faites également, parce qu'il ne faut pas se tromper,
avec la vision enfer en bas, et donc tout le bien est en bas, tout le bien est au-dessus, pardon, tout le mal est en bas. Donc faites aussi une protection au-dessus, en demandant protection des mauvaises énergies qui pourraient venir d'en haut. Et puis alors vous faites le dernier point, c'est vraiment le cœur. Donc c'est vraiment au centre de la pièce, c'est vous, c'est le centre du monde. Et là vous demandez également que toutes les énergies qui pourraient avoir place, qui pourraient prendre place au cœur de vous-même à ce moment-là, et demandez que la sauge blanche trésor du peuple amérindien vous protège. Voilà, c'est une façon de pratiquer, c'est un rituel qui nécessite évidemment concentration, ça se prépare, etc. Ça fait beaucoup de bien de le pratiquer, déjà, parce que c'est un rituel, parce que vous connectez à votre esprit guide, parce que vous connectez à l'âme du peuple amérindien. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà réalisé un chouette travail de protection. Voilà, c'est une base pour aujourd'hui. On va voir 2 autres huiles essentielles, on va voir le Palo Santo et on va voir le genévrier, et on en aura terminé. La suivante, donc après avoir vu la sauge blanche, c'est une autre huile essentielle profondément chamanique. C'est une huile essentielle qui nous vient de la forêt amazonienne. C'est un arbre, et c'est le Palo Santo. Ce n'est pas qu'un arbre, puisque Palo Santo veut dire arbre saint, arbre sacré. C'est vous dire le niveau de respect que les populations de la forêt amazonienne ont pour cet arbre extraordinaire. Il est utilisé dans pas mal de rituels parce qu'il a la capacité extraordinaire d'émettre une odeur envoûtante. Il n'y a pas d'autre mot. Lorsque on brûle les morceaux de bois séchés, c'est la résine, la sève que l'arbre contient qui émet ces vapeurs. Et c'est cette résine, ce bois, qui est distillé. Il y a 2 types d'huile essentielle de Palo Santo. Il y en a une qui est faite sur base de bois et de résine, donc on récupère les branches de l'arbre tombé ou on coupe l'arbre, ce qui est moins souhaitable évidemment dans un processus de développement durable. On distille alors le bois que l'on aura laissé sécher. Plus on va laisser sécher ce bois, plus l'huile essentielle aura une qualité importante. Et on estime généralement qu'un bois doit au moins sécher 2 ans avant d'être distillé pour qu'il puisse donner le meilleur de son huile essentielle. L'autre huile essentielle de Palo Santo est obtenue par un processus de distillation du fruit du Palo Santo. Donc là, on ne coupe pas l'arbre, on récolte les fruits et on les distille. C'est une famille équatorienne que j'ai rencontrée en voyageant et qui m'a fait découvrir cette fantastique huile essentielle. Alors, j'ai pour celle-là fait une méditation spécifique pour obtenir des informations sur place, une fois que j'étais là-bas. Et j'ai reçu quelque chose que les données d'analyse chimique ont assez bien corroboré, c'est-à-dire que je l'ai vu être très utile dans la remise en mouvement de personnes pour la rééducation après une période d'immobilisation, que ce soit sur un lit ou que ce soit en chaise roulante. On va utiliser en massage l'huile essentielle de fruits de Palo Santo pour aider à remettre en mouvement. Alors, les résultats des analyses chimiques amènent que les molécules qui le composent sont sédatives, relaxantes musculaires, sont anxiolytiques, et c'est fondamental en post-traumatique, sont anti-inflammatoires, sont désclérosantes et sont cicatrisantes. Alors, l'autre axe d'utilisation au niveau des fruits, eh bien, c'est une propriété anti-cancer avec un ensemble de propriétés anti-cancer, avec des propriétés anti-vomitives qui induit également une augmentation de la phagocytose et de la production de certaines cellules tueuses de cancer. Ce sont des résultats obtenus sur des souris en laboratoire. Donc, l'huile essentielle du bois du Palo Santo, c'est une huile très profondément chamanique. C'est vraiment... on peut imaginer que l'esprit de l'arbre du Palo Santo, c'est un espèce de covent, un espèce de rassemblement de vieux chamans de la forêt amazonienne qu'on va retrouver dans cette huile essentielle extraordinaire. Elle nous aide vraiment à faire un travail sur nous-mêmes en profondeur. Alors,
en méditation, c'est une huile qui va nous apprendre à mieux choisir, à mieux sélectionner les plantes dont on va avoir besoin, les huiles essentielles dont on va avoir besoin. C'est pour ça que j'aime l'utiliser régulièrement, c'est qu'elle va amener l'intuition du monde des plantes. C'est un peu sa spécialité, en plus d'être une très grande purificatrice, parce que lorsque l'on brûle du bois de Palo Santo de façon traditionnelle, c'est pour chasser la mala energia, la mauvaise énergie. Et pour attirer aussi les bonnes augures, c'est-à-dire les bons savoirs, les bonnes connaissances. Donc c'est très lié en fait à cette faculté particulière de nous permettre de quelque part lâcher un peu le mental en se laissant envahir par ces odeurs très capiteuses, très parfumées, très boisées, très lourdes, et nous amener quelque part à un espèce d'état modifié de conscience pour nous permettre de faire des bons choix. Alors, en termes de molécules, la molécule principale de l'huile de Palo Santo bois, donc le lot que nous avons vient du Pérou. Cette molécule qu'on a déjà retrouvée dans la sauge blanche en petite quantité, ici on va la retrouver de façon bien intense puisqu'on est à 68% de limonène. Alors rappelez-vous, le limonène, on est sur une thématique anti-cancer, mais pas uniquement. Alors quelques informations complémentaires sur le limonène. Donc c'est un carbure monoterpénique, c'est un monoterpène comme on le disait. Il est donc tonique et stimulant en général. Et dans limonène, vous entendez limone, vous pensez à citron. Et on est évidemment sur des substances plutôt toniques. Alors ce sont, comme les citrons, des antiseptiques atmosphériques. Ce sont également des décongestionnants respiratoires et des expectorants, anti-inflammatoires par un processus de stimulation et de l'hypophyse et des corticosurrénales. Donc c'est vraiment un tonifiant et un dynamisant. Mais également tonique de la lymphe et stimulant du système immunitaire. Donc on est sur une huile énergie qui amène du mouvement, qui amène de l'énergie et de la force. Et rappelez-vous, tout ce qu'on a dit sur le côté purificateur du cancer tout à l'heure. Le deuxième composé le plus concentré dans l'huile essentielle de bois de Palo Santo, c'est un composé assez particulier puisqu'il s'agit du menthofurane. Alors le menthofurane, c'est un cétone dérivé de la pulégone, et la pulégone, c'est un cétone qu'on va retrouver essentiellement dans les huiles essentielles de menthe. Totalement interdit de l'ingérer parce que tout à fait dangereux pour le foie. Pourtant, comme on est sur un cétone, eh bien, on va reprendre les informations qu'on avait tout à l'heure et qui disaient que c'est un très très grand cicatrisant émotionnel, mais également qui empêche la stagnation énergétique. Au-delà d'une huile essentielle de protection, en aroma énergétique, l'huile essentielle de Palo Santo favorise concentration et méditation. Il donne la confiance et un sentiment d'être protégé indépendamment des circonstances extérieures. Il nourrit la fantaisie et la créativité, rend sensuel, donc ouvert au monde. Il aide à percevoir l'invisible et l'impalpable. Et j'expliquerai un peu plus tard dans l'information ici les différentes possibilités d'ouverture d'état de conscience simplement grâce aux huiles essentielles. Et on verra un peu la seule, quelque part, parce que je vous expliquais qu'on avait assez peu d'usage de plantes psychédéliques ou psychotropes dans nos rituels ici en Europe, donc depuis l'Inquisition, depuis la christianisation de l'Europe. Alors on utilise très peu de plantes psychotropes, sauf une, et vous allez voir qu'elle est assez formidable, et l'Église a un vrai cas de conscience par rapport à ça, c'est l'encens. L'encens est une plante psychotrope, c'est une plante qui permet d'avoir une modification d'état de conscience. On la verra dans une prochaine formation. En attendant, donc on va revenir à notre magnifique Palo Santo. Le Palo Santo, donc, comme il vient de l'énergie des peuples sud-américains, le Palo Santo développe une capacité à sentir l'unicité de l'univers. Nous ne sommes qu'un, les peuples d'Amérique du Sud disent cosmovision, nous ne sommes qu'un, nous sommes
intégré dans la vision globale d'un cosmos unique et unifié. Ça nous permet évidemment à ce moment-là de calmer tout le travail de jugement qu'on pourrait avoir les uns envers les autres pour se positionner, pour essayer de comprendre le monde. C'est utile le jugement, il ne faut pas croire, mais vient un moment où l'évolution spirituelle permet de dire tiens, voilà, je ne juge pas, j'observe, j'aime, je comprends et tout va bien quelque part. J'arrive à mettre des distances avec mes propres colères, mes propres ressentis, et en m'observant moi-même mettre de la distance, eh bien j'arrive à mettre de la distance avec tout un tas de conflits qui pourraient subvenir et auxquels je n'ai plus envie de donner de l'importance. Voilà. Le Palo Santo, alors il se marie très très bien avec une divine, le Neroli, très très aérienne, juste magnifique, se marie magnifiquement avec l'encens pour ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, et l'encens étant indissociable de la myrrhe, eh bien, vous pouvez imaginer ce que le mélange des quatre va pouvoir donner. Le Palo Santo se mélange avec l'huile essentielle suivante que l'on va voir, qui est le genévrier, et ces deux-là ensemble font un boulot fantastique parce qu'ils purifient le mental lorsqu'il est torturé par les questions fondamentales. Quand les personnes tournent en rond dans un mentalisme pas du tout satisfaisant et qui ne les rend pas heureux, ce mélange genévrier, Palo Santo est juste une caresse pour l'âme. Le Palo Santo permet également de prendre du recul lorsque l'on est dans de l'agitation, du stress collectif. Donc dans le milieu professionnel, croyez-moi, il fait énormément de bien. Parce qu'il va permettre de mettre un peu de distance, il va avoir cet effet un peu, comme on dit, adaptogène, puisqu'il permet de mettre de la distance par rapport au stress, dans une période aujourd'hui où tout est stress, je veux dire, tout doit aller vite, tout fait du bruit, tout clignote, tout va dans tous les sens, c'est pas du tout reposant, et comme en plus on s'est extrait de la nature, c'est encore moins facilement guérissable. Donc Palo Santo, c'est un gros bout de forêt amazonienne que vous ramenez dans votre intérieur chez vous. Laissez-vous bercer, laissez-vous conduire, guider par cette huile essentielle absolument inspirante. C'est une merveille. Passons maintenant à la troisième huile essentielle de ce module. J'ai nommé le genévrier. Alors le genévrier, c'est une plante de par chez nous. Il y a plein de trucs super sympas à dire autour d'elle. Tout d'abord, elle est utilisée depuis longtemps et vraiment partout dans le monde. Les différents types de genévrier ont un usage assez commun qui est celui de chasser les mauvaises énergies. Les Égyptiens et les Grecs brûlaient déjà du genévrier pour purifier l'air et combattre les infections, chasser les énergies stagnantes, chasser les mauvaises énergies, etc. etc. Alors, en psycho-énergétique, le genévrier aide à purifier le corps, l'esprit et l'air, donc elle est absolument parfaitement au bon endroit dans cette formation aujourd'hui. Elle aide à rompre la stagnation psychologique, elle aide à dissoudre et à aider à transformer les vieux schémas mentaux, les peurs, les soucis récurrents, les mauvais souvenirs. Elle aide à redémarrer, elle rend constructif, actif et entreprenant. C'est une stimulante, que les choses soient claires. C'est le genévrier, ça donne du tonus. Elle renforce la volonté, redonne du courage et de l'énergie en cas de tristesse, de mélancolie. Et puis, elle a pas mal d'autres vertus que l'on peut retrouver assez sur mon site. Je ne vais pas toutes les expliquer ici, ça étirerait inutilement. N'hésitez pas vraiment à chaque fois à aller revoir les fiches des huiles essentielles sur le site de Gaia Rome, puisque j'ai noté déjà pas mal d'informations. Vous allez retrouver également dans votre syllabus. Alors, plusieurs petites choses éminemment fascinantes autour du genévrier. D'abord, l'adage populaire dit « Là où règne le parfum du genévrier, le diable ne saurait rester ». Donc, tant en Europe que chez les Amérindiens, l'usage du genévrier dans le rituel est fort ancien et tout aussi répandu. On en retrouve usage dans la sorcellerie païenne médiévale, en Italie et en Espagne, pour se protéger des invasions barbares, par exemple, il était fait usage de genévrier. Il est encore aujourd'hui l'arbre protecteur des chamans de Sibérie, donc c'est vraiment une plante qu'on va retrouver un peu partout. Alors comment est-ce qu'on l'utilisait? De différentes façons, en fumigation, mais également on plantait des arbres de genévrier autour des maisons pour que le diable ne franchisse pas une barrière psychologique, une barrière énergétique ou une barrière ésotérique.
Ensuite, en huile essentielle, eh bien, elle est tout à fait fantastique, de nouveau, dans un parfum qui convient à merveille au rituel de purification avant tout travail énergétique. Deux choix, le genévrier des montagnes ou le genévrier commun. Ce sont des plantes avec des schémotypes différents, des molécules différentes, hein, c'est assez naturel, mais toutes les deux fonctionnent, comme on vient de le voir, pour ce type de travail spécifique de protection énergétique. Alors, une petite anecdote là qui me vient. J'ai un jour conseillé cette huile essentielle à une dame qui pratique le massage en lui expliquant spécifiquement que c'est une huile qui va avoir tendance vraiment à chasser le démon. Alors, en utilisation énergétique, pour chasser les mauvaises énergies quand les personnes sont chargées d'entités néfastes, ce qu'il convient de faire, c'est d'en mettre un petit peu dans un endroit qu'on oublie un peu souvent de citer dans l'aromathérapie et l'aromathérapie énergétique. Cet endroit, c'est le croisement entre les omoplates et la colonne vertébrale. Cette information m'est venue en méditation et suite à une réflexion, quand on a cette expression qui dit « ça fait froid dans le dos », ça fait peur. Quand vous avez froid dans le dos, quand vous ne vous sentez pas bien, etc., c'est vraiment à cet endroit-là où vous avez une espèce de boule de froid qui vient et qui vient vous empêcher de vous sentir bien, qui vient vous refroidir, qui vient peut-être vous rendre malade, etc. C'est un lieu assez un peu moins facile d'accès, évidemment, et donc c'est un lieu que les entités ont plutôt malveillantes, hein, ont plutôt tendance à squatter, parce que généralement on oublie de travailler sur cette partie-là de son corps, c'est pas évident. Donc je lui conseille de diluer du genévrier dans une huile de massage et de travailler avec ça sur des personnes qu'elle trouverait chargées. Et donc cette dame réalise ce que je lui proposais de faire, et elle s'est retrouvée à plusieurs occasions fort embêtée, en tout cas au début, parce que ça a donné des résultats tout à fait bluffants, où la personne massée commençait à trembler, à avoir des sueurs froides, à se sentir super mal, etc. Donc heureusement la dame avait quand même des bonnes bases et était bien centrée, était donc capable de gérer la situation jusqu'à ce que le travail de purification soit fait et que la personne se sente vraiment libérée d'un poids et d'une oppression. Donc on est quelque part dans un espèce de phénomène que l'on pourrait comparer avec grande modestie et beaucoup de prudence à un phénomène quelque part d'exorcisme, bien qu'on ne parle plus d'exorcisme dans de nombreux cas, on parle simplement aujourd'hui de possession, hein, d'obsession. Donc ce sont des entités qui viennent vous obséder, et on va parler d'un nettoyage énergétique quand on arrive à s'en débarrasser, à les faire partir ailleurs et arrêter leur obsession. On ne parle plus de possession. Bien, donc la dame en personne, après ces expériences, enfin, après la première expérience, me téléphone en me disant « mais il s'est passé un truc, il faut que je t'explique quoi ». Et donc ça marche vraiment super bien, parce qu'il faut alors fondamental, personne centrée, huile essentielle de bonne qualité, et savoir où on va, savoir ce qu'on fait. Donc on ne s'improvise pas thérapeute, c'est vraiment pas une bonne idée. On ne s'improvise pas thérapeute énergétique. On peut soigner des bobos, on peut soigner des douleurs au niveau du système locomoteur, bon voilà, mais on ne s'improvise pas dans l'énergétique, parce qu'il y a vraiment énormément d'entités qui nous dépassent, qui ont une force et une pugnacité et une violence en elles qui peuvent aller vraiment très loin. Enfin, je veux dire, quand vous regardez des scènes d'exorcisme filmées qui ne sont pas des choses de cinéma, qui sont des vraies scènes, c'est quand même extrêmement violent. Donc par conséquent, c'est pour ça que je reviendrai régulièrement là-dessus. Le travail en énergétique est un travail vraiment sérieux, c'est un travail qui doit se faire avec beaucoup de conscience, beaucoup d'intelligence, et qui malheureusement aujourd'hui, eh bien, c'est un peu la problématique. On est sur des pratiques énergétiques qui sont beaucoup trop superficielles et qui peuvent ouvrir des portes qui, elles, ne le sont pas du tout. Voilà. Moi, la porte, je la referme et je reviens aux molécules de notre genévrier. Alors, la principale, on l'a déjà vu, c'est l'alpha-pinène. On est ici sur à peu près 50% d'alpha-pinène. On est sur à peu près 15% de myrcène.
On est sur à peu près 8% de bêta-pinène et de sabinène, et on retrouve 5% de limonène. Donc ce sont toutes des molécules qu'on a déjà vues. C'est assez intéressant de voir, alors ce sont des molécules assez classiques en huile essentielle, hein, mais c'est assez intéressant de voir que l'on est toujours un peu dans la même dynamique de molécules sur les 3 huiles que j'ai choisies aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce premier module vous a fait plaisir, que vous y avez trouvé des informations que vous jugez pertinentes, que vous aurez envie de suivre la suite de cette formation passionnante. Et je pense que le sixième module sera assez bien consacré à ce qu'on appelle un protocole de recouvrement d'âme. C'est une façon, lorsque les personnes ont perdu beaucoup d'énergie, de leur permettre de la récupérer et d'aller beaucoup mieux. Voilà, ça ce sera dans le 6e. D'ici là, il va se passer plein de choses intéressantes avec des informations que j'ai glanées dans mon expérience, auxquelles j'ai été initié ou formé, et qui forment un tout assez cohérent dans l'utilisation des huiles essentielles sacrées en travail énergétique. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et vous invite à nous retrouver d'ici 15 jours pour la suite de cette formation. Au revoir.